Philippe Juvin. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la directrice générale. J'ai 3 remarques qui sont tous des remarques et des questions. D'abord sur la question des moyens que vous venez encore une fois d'aborder. Une grande partie du rapport, de votre rapport, Madame la rapporteure, est tournée, défend la thèse selon laquelle il y a une diminution des effectifs. Et donc, une des raisons de ce que vous dites être la moindre efficacité du contrôle proviendrait de ces diminutions d'effectifs. Et vous demandez, recommandation numéro 2, créer 2000 emplois supplémentaires chargés du contrôle fiscal. Donc, je me tourne vers la directrice générale, puis vers vous. Madame la directrice générale, j'ai noté dans votre propos cette phrase, vous nous dites qu'il n'y a pas de diminution de moyens humains sur le contrôle fiscal. C'est ce que vous avez dit. Donc, je me retourne vers vous maintenant pour vous poser les 2 questions sur le sujet, Madame la rapporteure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Il n'y a pas de diminution des moyens humains. Et deuxièmement, vous demandez 2000 emplois supplémentaires. Pourquoi 2000? Pourquoi pas 1000? Peut-être pourquoi pas 3000? Est-ce que vous avez un élément qui permet de répondre à ces 2000? J'ai une deuxième question. Je pose les 3 questions, Monsieur le Président. Deuxième question sur la question de l'intentionnalité. C'est un point évidemment très important. La loi a évolué, la pratique aussi. Et moi, il me semble qu'infliger une pénalité à un contribuable dont l'intentionnalité n'est pas clairement établie, ce n'est pas juste. Et d'ailleurs, c'est une évolution de vos pratiques, et moi que je salue. Et donc, Madame la rapporteure, vous faites une proposition qui, d'une certaine manière, qui remet en cause cette question d'une analyse plus différente de l'intentionnalité. J'essaye de la retrouver. C'est votre recommandation numéro 4. Et vous souhaitez, je vous lis, en s'appuyant sur les critères définis par la jurisprudence administrative, revenir à une analyse plus large de l'intentionnalité pour l'application des pénalités exclusives de la loi. Donc ça signifie que vous voulez revenir en arrière, élargir les critères. Moi, sans preuve d'intention, je trouve, ouvre la porte à l'arbitraire administratif et un contentieux. Donc c'est vraiment deux visions de la loi. Moi, il me semble que sanctionner large pour dissuader, puisque c'est en fait la philosophie que je crois que vous recommandez, sanctionner large pour dissuader, moi je trouve que c'est gouverné par la peur plutôt que par le droit. Et j'aimerais que vous puissiez nous commenter cette volonté de rouvrir en réalité le champ d'application de la faute. Et enfin, troisième point, sur l'IA. Sur l'IA, moi je suis très surpris de la discussion du rapport et puis de la discussion que nous avons eue. Le rapport de la Cour des comptes, en novembre 25, dit l'IA, nous sommes en retard dans l'administration. Et fait même une recommandation spécifique sur le contrôle fiscal. La Cour des comptes, elle dit il faut poursuivre, page 90, l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et sociale grâce à l'IA, en améliorant les choses, en donnant plus de moyens. Moi, je crois beaucoup à ça. En plus, l'IA dont nous parlons aujourd'hui n'est pas l'IA dont nous parlerons dans 2 ans et dans 3 ans. Enfin, les outils vont changer en efficacité, etc. Et vous, Madame la rapporteure, vous dites non, il faut freiner l'IA. Alors, page 33, je vous lis, plafonner à 50% de contrôle programmé par l'IA. Pourquoi 50%? Pourquoi pas 60, 45? Pourquoi pas 90? Pourquoi pas 100? Et je me demande si ce malthusianisme d'IA, au fond, j'ai du mal à le comprendre, pour tout vous dire. Et j'aimerais avoir votre sentiment, et vous, votre sentiment, Madame la directrice générale, sur l'IA d'aujourd'hui, mais surtout l'IA de demain. Enfin, de quoi parle-t-on? Et j'imagine l'administration fiscale face à des cabinets d'avocats qui, eux, vont utiliser massivement l'IA, et nous, on dirait, ah ben non, il ne faut pas trop l'utiliser. Mais vous allez avoir une asymétrie totale dans les armes dont l'administration... Enfin, on prive l'administration, je trouve, d'une arme très puissante dont le contribuable, véreux, et dont le cabinet d'avocats qui est payé pour le défendre, eux ne se priveront pas. Donc je trouve qu'il y a une asymétrie curieuse, en tout cas qui est en contradiction avec les recommandations de la Cour des comptes de novembre 25. Voilà mes 3 questions, Monsieur le Président. Oui, alors peut-être faire... Alors, parce que vous avez posé d'abord la question à Mme Verdier, puis après la rapporteure en rebond, je crois. Donc on va peut-être faire dans l'ordre de votre question.
Donc d'abord la directrice générale, puis Alors, la rapporteure qui répond à la deuxième J'en profite question. pour vous donner deux chiffres sur l'augmentation des effectifs du contrôle fiscal. Ils ont, comme je l'ai expliqué, entre le moment de l'annonce en 2023 et le moment de la constatation, il faut organiser les concours, former les gens. Donc les effectifs du contrôle fiscal ont augmenté de 0,31% en 2024, de 1,16% en 2025. C'est 120 emplois en plus en 25 et on est en augmentation d'une année sur l'autre. C'est juste pour confirmer que les chiffres augmentent. Sur l'intentionnel. Et alors, juste 2000 ETP, enfin, moi, je laisserai Madame la rapporteure répondre. Monsieur le Président a aussi repris ce chiffre. Je crois que c'est simplement, ça a été par le passé une évolution qui a pu être constatée. Simplement, cette année, factuellement, nous avons eu 650 suppressions, puisqu'effectivement, je pense effectivement, heureusement, puisqu'on n'avait plus de gains de productivité de même ampleur que les années où il y avait des suppressions de ce volume-là. Il y a eu quand même une adaptation aussi à la réalité de ce qui était possible. Intentionnalité, j'ai dit. Sur l'IA, simplement en quelques mots. Alors, je vous confirme qu'on a une IA qui évolue. Moi, j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans et demi. On fait déjà plus trop la même chose que ce qu'on faisait il y a 2 ans et demi. Il y a d'une part ce qu'on a décrit, qu'on fait vraiment en routine partout à la Direction générale des finances publiques, et donc le data mining. Donc ça, c'est de l'IA prédictive, donc de croisement d'informations et de la modélisation de comportement. J'en profite pour dire devant votre commission que c'est aussi très largement ce qu'on va faire grâce à la facturation électronique, récupérer des données pour déterminer, je dirais, des modèles de fraude, regarder dans tel et tel secteur, quel type de chiffre d'affaires on s'attend, quel type de résultats on s'attend, repérer les atypies. Ça, c'est vraiment développé partout. L'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative, donc générative de contenu. Nous n'avons pas d'intelligence artificielle qui génère du contenu de contrôle aujourd'hui, clairement pas. Encore une fois, c'est de l'aide à la programmation. Et en revanche, je me permets de rassurer, enfin je ne sais pas si je vais le rassurer, en tout cas d'indiquer à monsieur le rapporteur général que nous avons aussi des programmes en cours de développement sur ce qui existe effectivement pas mal dans les cabinets d'avocats, donc du résumé, de doctrine, de jurisprudence, de référence. Et nous formulons des vœux pour qu'ils nous aident à la rédaction, réponse à des rescrits, à des questions. Mais je redis fermement qu'à la DGFiP, rien ne sort de l'administration qui n'ait été validé par un humain. Et je ne sais pas où on sera dans 10 ou 15 ans, mais en tout cas, à court terme, je pense que c'est une garantie absolue que nous devons à l'ensemble des usagers et contribuables. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur la question des 2000 emplois, c'est simplement parce que c'était le niveau de 2012, en fait, le niveau d'emploi de la DGFiP de 2012, qui présente les résultats statistiques les meilleurs en termes de taux de recouvrement de l'impôt. Voilà. Donc, tout simplement, je me suis basée sur ce chiffre-là. Sur les chiffres que cite Madame la directrice générale d'une centaine d'emplois en plus, je ne les conteste pas. Simplement, je les mets au regard de la déclaration de 2023 qui était d'augmenter de 1500 emplois dans le contrôle, où on est très, très loin. Donc, d'ici 2027, on est très, très loin du compte. Donc, je ne conteste pas du tout ce chiffre. Moi, j'ai cité 42 emplois plus ceux de l'ONAF, donc une centaine en effet. Sur la jurisprudence, je crois qu'il y a un petit quiproquo en fait. Ce que je dis dans mon rapport, c'est que la Cour des comptes mentionne que par rapport à la jurisprudence qui existe aujourd'hui, la DGFiP a tendance à avoir une vision plus restreinte de l'intentionnalité, ce qui l'a conduit à, évidemment, à mettre moins de pénalités sur des fautes intentionnelles que ce que la jurisprudence lui autorise à faire. Et je trouve ça tout à fait dommage de ne pas utiliser la jurisprudence qui existe, dans la mesure où, justement, ce qu'a dit tout à l'heure Madame la directrice générale, ou pourquoi il y a de plus en plus de négociations amiables avec des situations complexes, c'est parce que précisément, pour moi en tout cas, mon analyse, c'est que la DGFiP n'a pas suffisamment de moyens et d'avocats fiscalistes, comme vous le disiez, pour aller au contentieux, et donc préfère, comme disait Madame la directrice, aller à la négociation amiable pour recouvrer, au moins un peu, plutôt que d'aller au contentieux. Donc, dans la mesure où il y a une jurisprudence qui existe aujourd'hui et qui permet de qualifier une intentionnalité qui n'est pas très bien utilisée d'après la Cour des comptes, moi je me réfère au rapport de la Cour des comptes, par les services de la DGFiP, je trouve ça dommage. C'est ça que je dis dans mon rapport.
C'est pas d'aller, comme vous le disiez, mettre la terreur, pas du tout. C'est d'utiliser tout simplement la jurisprudence qui existe. C'est tout, pas plus. Sur ma recommandation sur l'intelligence artificielle, pourquoi je dis qu'il faut la plafonner? Parce que je m'appuie sur la convention d'objectifs et de moyens qui existe à la DGFiP et qui disait que d'ici à 2027, il faudrait arriver à un taux de 50%. Donc ce taux, il est largement dépassé, comme je le démontre dans mon rapport, et on voit que le recouvrement qui est lié au data mining, donc 44% de data mining pour 14% du recouvrement, n'est pas très intéressant à ce moment-là. Donc ce que je dis dans mon rapport, c'est qu'il faudrait l'arrêter, l'évaluer, et voir évidemment derrière, après, comment on peut l'utiliser. J'ajoute que le data mining, c'est quelque chose qui a été très fortement mis en avant par les syndicats, en disant que c'était un outil qui était très intéressant, mais qu'il provoquait aussi, de la façon massive dont c'est utilisé aujourd'hui à la DGFiP, une perte de sens, parce qu'on a des listings qui arrivent de programmation de data mining qu'on doit effectuer et qui donc occasionne une perte de sens du métier. Donc il faut apprivoiser cet outil. Je suis absolument d'accord avec vous pour dire que ça va évidemment évoluer et qu'il faut évidemment pas s'en priver. Il faut l'apprivoiser, mais il faut y aller tranquillement. Les objectifs qui étaient fixés à 50% d'ici 2027, on est déjà à 63% pour le contrôle des particuliers. Donc où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on fait tout le contrôle en data mining ou est-ce que, enfin voilà. Pour moi, c'est nécessaire de faire une évaluation à ce jour. Rebond, Madame la Directrice Générale, rapide. Juste 2 choses. Les 120 emplois en plus que j'ai indiqués sont les seuls effectifs du contrôle fiscal. Dans le plan qui avait été annoncé par Gabriel Attal, il y avait aussi en plus les effectifs annoncés